Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Bienvenue dans Si on parlait. Chaque semaine, on vous donne la parole du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler de la basilique de Grenoble qui s'offre une nouvelle jeunesse, du projet En l'air pour la Terre dédié au réchauffement climatique et des bons plans du DAHU 2016. Et pour parler de ces sujets, je reçois deux membres de l'association étudiante Le DAHU, Sarah Guélou et Théophile Gussia. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Un autre étudiant, parapentiste scientifique, Nicolas Plein, est avec nous. Bonjour. Et puis à côté de vous, Monseigneur Guy de Kérimel, bonjour, évêque de Grenoble-Vienne. Ce mardi aura lieu l'inauguration officielle de la basilique du Sacré-Cœur, place Doyen-Gosse à Grenoble, c'est dans le quartier de la Gare. Après 3 ans de travaux, c'est une forme de résurrection pour cet édifice. Disons aussi d'accomplissement, parce qu'elle n'avait jamais été complètement terminée. Et puis d'un bon coup de jeunesse, oui. Elle a démarré il y a pratiquement une centaine d'années. Je crois que la première pierre, voilà, c'était dans les années 1920. Voilà, oui, tout à fait. Et donc, elle a mis du temps à se construire à cause de guerres, à cause de la crise économique avant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, l'hôtel a été consacré en 1943, donc en pleine guerre mondiale. Et elle a servi depuis à des grandes célébrations de première communion, de profession de foi, de confirmation pour toute la jeunesse, pour toutes les aumôneries du centre-ville de Grenoble. Et puis, elle nous servait, bien sûr, elle nous a toujours servi pour les grandes célébrations diocésaines, étant donné que la cathédrale est très petite. Et donc, nous avons besoin de ce grand édifice. Et nous avons pensé, donc, le renouveler. Ça fait partie des projets diocésains que nous avons depuis des années, pour lesquels nous avons essayé de mettre un peu d'argent de côté. Et voilà, il y a 3 ans, nous avons pu commencer les travaux et les achever, donc... Voilà, il y a quelques semaines. C'est un lieu qu'on connaît sans le connaître à Grenoble, oui. Situé dans le quartier de la Gare, pas forcément très mis en valeur dans le... C'est-à-dire que quand on sort de la gare, on voit le chevet. Et alors justement, nous avons voulu faire un parvis de ce côté-là, puisque le parvis originel est de l'autre côté. Oui, il tourne un peu le dos à la gare. Voilà, alors nous avons voulu une ouverture de ce côté-là. Et puis, en fait, cette basilique était... très souvent fermée, n'ouvrait que pour une messe le samedi dans l'après-midi et pour les grandes manifestations diocésaines, pour éventuellement quelques concerts. Voilà. Et donc notre souhait, c'était d'ouvrir ce lieu et aussi, donc le projet petit à petit s'est ajusté, disons, et nous avons voulu en faire un lieu de rencontre, de débat, ouvert à tous. Un lieu d'écoute, beaucoup. Je souhaitais aussi que ce soit un lieu où on retrouve un peu la piété populaire, puisque c'est un lieu dédié au Sacré-Cœur. Il y a aussi maintenant, depuis le pape Jean-Paul II, le culte de la Divine Miséricorde, qui est très lié au Sacré-Cœur. Et je souhaitais que ce soit un lieu où les gens aiment venir prier, mais aussi où des gens, éventuellement même des entreprises, puissent louer une salle et utiliser les locaux. Et voilà. Donc un lieu multimodal, je ne sais pas si on peut dire comme cela. Si, c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. Thématique d'être assez polyvalent. C'est le plus grand lieu de culte du département, cette basilique ? Je pense, alors il faudrait mesurer avec la cathédrale de Vienne, mais en tout cas pour l'agglomération, ça c'est clair. Et si ce n'est pas le plus grand, c'est le second. Mais je ne sais pas quel est le plus grand entre la cathédrale. On va dire que c'est nous. Allez, on va dire que c'est Grenoble. Je vous oui. enlève le doute. 1500 places à peu près. Oui. C'est un lieu qui va être animé tous les jours. Là, on le voit, il est magnifique, il y a de l'espace, mais après, il faut faire vivre un endroit comme celui-là. Alors, c'est pour ça que je compte nommer, j'ai déjà nommé un recteur et je compte nommer 3 autres prêtres, donc à partir du 1er septembre. Il y aura 4 prêtres. Il y a déjà toute une énorme équipe de bénévoles qui a accepté de se rendre disponible pour faire vivre le Sacré-Cœur. Une grosse équipe d'accueil, une équipe d'écoute spécialisée, un espace famille aussi. Donc il y a au rez-de-chaussée un restaurant qui sera un restaurant de formation pour les jeunes de l'association de l'œuvre des apprentis d'Auteuil, des jeunes réinsérés.
Et donc le but, effectivement, c'est que ce soit un lieu ouvert, un lieu où il y ait du monde, un lieu où ça circule. Et je trouve que les bâtiments s'y prêtent assez bien. Petite question technique, c'est quoi la différence entre une basilique, une cathédrale et puis une église Alors voilà, traditionnelle? la cathédrale, il n'y en a normalement qu'une dans un diocèse. C'est le lieu, c'est l'église de l'évêque, le lieu où il y a le siège de l'évêque. Là, c'est Place Notre-Dame. La cathèdre, voilà, c'est Place Notre-Dame. On pourrait en faire une co-cathédrale, puisque l'église Notre-Dame, la cathédrale est petite. Mais une basilique, c'est une église qui a une importance particulière, qui a une certaine hiérarchie, y compris dans les bâtiments. Et soit parce que c'est un lieu, c'est un sanctuaire, et ça s'est voulu depuis l'origine comme un sanctuaire du Sacré-Cœur. Et voilà. Alors il y a 4 basiliques majeures dans le monde qui sont les 4 basiliques papales, Saint-Pierre, Saint-Paul-Hors-les-Murs, etc., et des basiliques mineures un peu partout dans le monde. Je pensais que vous alliez dire, et une 5e à Grenoble. Pas encore, peut-être. Voilà. Donc, voilà, à Grenoble, nous avons la basilique Saint-Joseph aussi, voilà, dédiée au culte de Saint-Joseph, et, enfin à Dieu d'abord, bien sûr, mais aussi voilà, la dévotion à Saint-Joseph. Alors, vous avez associé un artiste qu'on connaît bien en Isère à ces travaux d'embellissement de cette basilique. Il s'agit d'Arcabas, un peintre qui a dédié d'ailleurs son œuvre à l'art sacré. Oui. C'était un choix évident C'est un choix qui s'est vite imposé. Et alors moi, je me disais, mais c'est de la folie. 24 énormes fenêtres à composer. Donc, voilà. Et en fait, ce choix s'est fait assez naturellement et va dans le sens du projet de cette basilique qui se veut aussi ouverte justement à la culture. Voilà. Le but, bien sûr, c'est de rassembler les chrétiens, mais pas que. Encore une fois, nous sommes en train de travailler dans le diocèse et un peu partout en France le nouveau visage de l'Église pour aujourd'hui. Nous héritons d'une Église multimillénaire et qui était une Église en temps de chrétienté, et nous devons adapter notre Église à un monde qui a changé. Et donc, ce travail, nous le faisons beaucoup. Le Sacré-Cœur veut être une église ouverte sur le monde. Vous parliez des entreprises. N'importe quelle entreprise pourra louer les locaux de la basilique pour faire son séminaire ou d'autres événements? Si les salles leur conviennent, oui, à voir ensuite avec le recteur, bien sûr, mais tout à fait. Oui. Il y a le Wi-Fi à l'intérieur? Je pense. Il faudra vérifier pour les séminaires, ça peut servir. Absolument. Même si on peut communiquer effectivement avec Dieu autrement, aujourd'hui, le Wi-Fi peut être utile. Ce restaurant des apprentis d'Auteuil que vous évoquiez, c'est un restaurant classique ou il a un fonctionnement? C'est un restaurant classique. Leur idée, quand même, c'était aussi éventuellement de proposer à certains clients de payer un tout petit peu plus pour qu'un SDF puisse prendre un café. Je pense qu'il y a une idée quand même de solidarité et de dimension sociale dans le restaurant, comme je voudrais aussi que dans la basilique et dans les locaux, cette dimension soit présente. Parce que ça me semble indispensable. Il y a beaucoup de SDF qui dorment à la gare. J'ai prévenu le nouveau recteur et les équipes. Vous allez avoir les SDF qui vont venir, qui vont essayer de rentrer, etc. Ça fait partie du travail de l'Église aussi, de s'occuper d'eux. Eh bien, très bien. Merci en tout cas pour cette présentation. Cette semaine, il n'y a pas que l'inauguration, il y a aussi l'Ascension. Jeudi, vous pouvez nous rappeler en 2 mots le principe de cette fête religieuse? Après la résurrection, Jésus est monté au ciel. Et donc, c'est la fête de la montée de Jésus, c'est-à-dire le Fils de Dieu, d'accord, mais une personne humaine, un corps humain et un être humain ressuscité qui monte au ciel à la droite de Dieu. Et c'est ce que nous fêtons lors de l'Ascension avant de fêter la Pentecôte 10 jours plus tard, 9 jours plus tard. Alors à côté de vous, il monte également au ciel, pas pour les mêmes raisons, mais c'est un lieu où Nicolas Plein aime évoluer. Nicolas, vous êtes fan de parapente. Vous êtes aussi un jeune étudiant scientifique sur le campus de Grenoble. Vous travaillez sur le climat et vous avez décidé de marier ces 2 occupations
pour lancer un projet plutôt original qui s'appelle En l'air pour la Terre. Si j'avais oublié juste à lire sur votre t-shirt. C'est ça. En quoi ça consiste ce projet? Alors le projet En l'air pour la Terre, ça consiste à essayer de sensibiliser le plus grand nombre de personnes, un grand public, aux questions des énergies renouvelables et du changement climatique. Alors pour ça, on a vu qu'il y avait, par exemple sur les réseaux sociaux, des fois un manque de communication sur ces questions-là et d'un point de vue d'experts sur la question, de scientifiques, de chercheurs ou de responsables de projets. Et nous, on s'est dit qu'on allait faire des interviews simples, impressionnantes, courtes, 3 à 4 minutes. Et pour essayer de captiver l'attention du plus grand nombre de personnes, on allait réaliser la plupart des interviews en parapente biplace. Donc en emmenant des spécialistes sur ces questions-là. C'est-à-dire que vous êtes le pilote et vous embarquez vos intervenants avec vous. On vous voit là en train de tester le dispositif avec des amis voilà, quelques personnes qui sont prêtées au jeu. Déjà, le vol en biplace, ça demande certaines compétences. Il faut des diplômes pour pouvoir emmener quelqu'un. En fait, le vol libre, ça s'appelle le vol libre parce qu'on peut vraiment voler comme on veut tant qu'on est en solo en France. Pour l'instant, c'est ça la grande richesse. Ensuite, il faut passer des diplômes, du coup, un brevet de pilote confirmé, et ensuite une qualification biplace pour emmener des personnes avec nous. Et après, c'est vraiment un grand bonheur, comme on le voit sur les images, de partager. Je sais pas si c'est un cri de joie ou de peur, mais c'est un peu les deux en fait. Et c'est ça c'est vraiment une émotion très forte. Et c'est vraiment super. C'est vraiment super de pouvoir faire partager sa passion comme ça aux copains. Comment les scientifiques ont réagi? Vous les sollicitez pour une interview? Bon, voilà, c'est ça. Ils ont l'habitude, mais une interview en vol, en parapente, c'est moins fréquent. C'est ça, tout à fait. Alors il faut qu'on explique, il faut vraiment bien qu'on explique le projet pour leur montrer que c'est pour justement faire des interviews qui vont être relayées et essayer de toucher un grand nombre de personnes qu'on va les emmener en parapente biplace. Et en fait, il faut vraiment amener le sujet, les convaincre que ça peut être intéressant de faire ça. Il y en a qui sont vraiment motivés pour faire du parapente aussi, pour découvrir cette activité. Et ensuite, en l'air, ce qui est assez intéressant, c'est que donc on profite un petit peu du vol les 2-3 premières minutes. Et ensuite, on arrive directement sur l'interview. Et quand on commence l'interview, ils rentrent complètement dans leur discours. Et des fois, ils oublient même qu'ils sont en l'air pour se concentrer sur leur discours et se concentrer sur le message qu'ils veulent faire passer du coup sur le changement climatique ou les énergies renouvelables. On va voir ce que ça donne avec ce petit extrait. C'est Didier Voisin, enseignant-chercheur au laboratoire de glaciologie de Grenoble, un spécialiste de la chimie atmosphérique qui s'est donc jeté dans l'air sur cette expérience. Sur cet ozone du bas, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment il est formé et est-ce qu'on peut diminuer sa quantité comme c'est un polluant pour l'homme quand il est présent en trop grande quantité? Eh ben, en fait, il est produit par la rencontre de deux composés qui sont émis au niveau du sol. Donc d'une part, le premier composé qui est émis principalement par les voitures, enfin le transport automobile et tous les procédés de combustion, ça c'est les oxydes d'azote. Et le deuxième type de composés dont on a besoin, c'est des composés organiques, volatiles, qui sont émis par les activités humaines, mais principalement, surtout par les plantes. Et on a besoin d'un troisième ingrédient aussi, c'est la lumière du soleil. Donc voilà, on a vu qu'il était quand même sensible à une petite variation de direction. C'est ça, tout à fait. On a fait un petit virage à gauche et du coup, ça l'a coupé un peu dans le discours, mais après, il reprend très bien, il reprend le fil de sa discussion parfaitement. Bon, c'est pas très poli non plus de ne pas regarder son interlocuteur quand on lui pose une question. C'est ça qui est assez difficile. Du coup, on essaye de vraiment garder le fil en acquiesçant un peu ce qu'il dit et en essayant de comprendre et en essayant d'être avec lui tout en étant derrière lui. Parce que c'est vrai que par rapport aux interviews classiques où on a un interlocuteur en face, comme ici sur le plateau, en parapente, c'est un peu plus difficile. Mais c'est ça qui amène la richesse de l'interview. Vous préparez les questions, parce que là, il n'y a pas de fiche, forcément. Oui. Vous avez les deux mains sur les commandes, il vaut mieux, d'ailleurs. C'est ça. Alors, il y a un gros travail qui est fait en amont, du coup, pour préparer le script de l'interview, pour faire que l'interview soit courte, donc 3 à 4 minutes, pas plus, et pour faire aussi que l'interview soit très simple et abordable pour le grand public. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment un premier travail, du coup, avec les grandes lignes de l'interview. Ensuite, le chercheur, le responsable de projet, va amener les réponses aux questions. Et ensuite, on refait un travail sur le script pour essayer de rendre ce script le plus simple possible en essayant d'enlever les mots les plus compliqués. En fait, par exemple, Einstein disait que quand il présentait une présentation à un auditoire, à chaque équation, il perdait la moitié de son auditoire. Et ben nous, on pense que pour une interview, c'est un peu pareil. À chaque mot compliqué, on va perdre la moitié de notre auditoire, surtout si on essaie de toucher un grand public. Du coup, on essaie vraiment de ne pas faire de
pas utiliser de mots trop compliqués. Bon, j'ai essayé de garder cette logique-là pour cette émission et conserver nos téléspectateurs encore quelques instants. Donc le projet démarre, vous avez déjà plusieurs interviews en boîte, on peut les voir d'ailleurs sur le site internet En l'air pour la Terre. Ça va évoluer comment cette idée? Alors donc l'idée, là, il y a aussi Jean Jouzel qui vient de rejoindre le projet en tant que parrain scientifique. Jean Jouzel, c'est l'ancien vice-président du GIEC, du groupe d'experts sur le climat. Et on va interviewer plusieurs personnes donc à Grenoble en continuant les interviews en l'air. On va aussi faire quelques interviews pour les laboratoires parisiens. Et ensuite, cet été, à partir de mi-juin, on va commencer un tour d'Europe des énergies renouvelables et du changement climatique pour aller à la rencontre des personnes qui agissent à leur niveau ou des communautés qui agissent à leur niveau pour justement lutter contre ce changement climatique. Et la rencontre des bonnes pratiques qui se terminera du coup en début septembre, ce tour d'Europe. Et ensuite, le projet continuera donc en France, dans les pays voisins, et on va aussi essayer d'aller continuer le projet sur le continent africain. Très bien, Guy de Kérimel, vous avez déjà fait du parapente? Bon, si vous avez quelque chose à dire sur le réchauffement climatique, puisque ça concerne tout le monde, vous pouvez négocier après l'émission avec Nicolas. A priori, il a l'air fiable. Les scientifiques qu'il a emmenés sont encore en place. Ils sont redescendus sur leur deux jambes. Donc, longue vie, en tout cas, à cette idée original. On va terminer avec quelques bons plans pour sortir. Alors, pas des bons plans dans les airs, vous, c'est plutôt terre à terre, ce que vous proposez avec le DAU, ce petit guide qui, depuis maintenant 36 ans, guide les sorties des étudiants, et pas que d'ailleurs sur l'agglomération. Sarah, c'est vous qui êtes la présidente de l'association à la manœuvre cette année. Ce guide, il est fait uniquement par les étudiants grenoblois. Oui, du coup, dans l'association Le DAU, on a intégré à l'école de commerce de Grenoble. On est une équipe de 52 étudiants, à peu près chaque année, c'est une moyenne. Et du coup, tous les ans, on sillonne un peu Grenoble, on rédige des critiques. Il y a une équipe de commerciaux qui vont démarcher des petits comptes grenoblois, mais aussi des grands comptes nationaux. C'est comme ça que ce guide il est gratuit et qu'on le distribue lors des lancements à Grenoble, mais aussi sur le campus pour les étudiants. Et c'est pour ça qu'il est vraiment destiné à tous les Grenoblois, aussi bien les familles que les jeunes, que les personnes qui sont de passage. Et notre objectif, c'est vraiment de centraliser toutes les meilleures adresses pour que dès qu'on a envie de sortir boire un verre, aller au restaurant, ce soit très intuitif. Alors il y a un relais qui se fait également sur le site internet, forcément, dans lequel on peut filtrer en fonction de ses choix. On rentre quelques critères prédéfinis et hop, on a la bonne adresse normalement qui est censée sortir. Alors notre nouveau site internet, il est sorti en février dernier, donc j'espère qu'il est aussi opérationnel que vous le dites. Mais l'objectif, c'est vraiment de chercher par catégorie, donc un restaurant, quel type de restaurant, si c'est plutôt cuisine française, cuisine internationale. Et après, on peut chercher par fourchette de prix. Et on peut aussi chercher grâce à la localisation pour aller manger près de chez soi si on n'a pas envie de traverser la ville. Théophile, ça fait partie du cursus de votre scolarité, ce projet, ou vous faites ça en parallèle des études classiques à Grenoble École de Management? En fait, à Grenoble École de Management, il y a vraiment une grosse partie prenante dans les associations. On est une école qui compte 23 associations. Donc pratiquement tous les étudiants de Grenoble École de Management sont affiliés à une association. Nous, on compte 52 membres et Grenoble École de Management propose également un cursus parcours associatif. Donc les associations sont vraiment très importantes dans notre cursus et c'est là qu'on va se former, qu'on va mettre en place ce qu'on a appris lors de nos cours pour le biais de l'association. Bon, puis aller démarcher des clients pour vendre de la pub, c'est quelque chose de très formateur. Oui. J'en sais quelque chose. Passé assez lointain maintenant. La sortie officielle, ça c'est la version de l'an dernier. Les spécialistes l'auront reconnu. Vous ne voulez pas dévoiler la nouvelle, même si elle est là quelque part, puisque le lancement officiel, c'est ce samedi, place Victor Hugo. Oui, c'est bien ça. Toute la journée, on invite tout le monde à passer. En fait, le concept cette année, c'est un village gastronomique où tout le monde peut venir déguster les saveurs aussi bien de Grenoble que des saveurs étrangères. On a notamment un restaurant népalais qui vient ce week-end. On vous invite à aller voir sur notre page Facebook, tout est expliqué. Très bien. Et puis donc il y aura le guide distribué gratuitement. Une bonne adresse, Théophile, pour aller boire un verre entre amis? Ça reste les copains d'abord sur Grenoble. C'est un bar qui est rue Lesdiguières et qui propose un grand nombre de bières avec un joli plateau de charcuterie. Donc une bonne adresse pour aller décompresser en début de soirée ou en fin de soirée. Bon, on peut noter d'ailleurs par le biais du site les différents lieux grenoblois.
Un resto en amoureux, ça, je vous regarde, mais... Moi, j'irai au restaurant La Voisine. C'est rue des Bons Enfants et c'est vraiment... J'y suis déjà allée. Ah. Et c'est un endroit très... C'est pas très grand, c'est très appréciable. Le dirigeant, enfin le gérant, pardon, est hyper accueillant. Et après, il y a 4 plats. 4 desserts, enfin 4 entrées, 4 plats, quelques desserts. Du coup, c'est que des produits de saison et c'est délicieux et c'est un excellent qui a été pris. La Voisine, je ne connaissais pas La cette Voisine. adresse. Non, c'est récent. Quand je mange, moi, rapidement, sur le pouce, comme on dit, j'ai tendance à aller dans des fast-food aux enseignes américaines. Est-ce qu'il y a mieux sur Grenoble que ça? Moi, je vous conseillerais plutôt la Crapaudine. Donc là, c'est rue Félix Vialet. Et l'avantage de cet établissement de restauration rapide, c'est qu'on n'y mange pas des sandwichs, mais que pareil, comme tout à l'heure, des produits frais. Tous leurs produits viennent des marchés de Grenoble. Donc ça change et en plus, c'est bon pour la santé. La Crapaudine. La Crapaudine. Très joli nom. Allez, on termine avec un bar brunch. C'est à la mode maintenant, les brunchs. C'est à la mode et le Magic Candy Bar fait ça très bien. Des petits déjeuners, des brunchs servis très rapidement avec une large gamme de tous les prix et c'est très très bon. Bon, je vous fais confiance, j'irai tester ces adresses dès que j'ai un petit peu de temps. On termine cette émission avec la photo finish. Une photo choisie évidemment au hasard qui doit normalement faire réagir un de nos invités. Voilà, maintenant on le connaît, c'est le cardinal Barbarin et c'est pour vous, Guy de Kéribel. Effectivement, l'Église est dans l'actualité nationale depuis quelques semaines, une actualité sombre, sous fond d'affaires de pédophilie qui ressortent. J'imagine que vous, en tant qu'évêque de Grenoble, c'est une actualité qui vous touche. Comment vous allez gérer ça ? Alors, je dirais 2 choses. C'est que, bon, c'est éprouvant, mais je pense que c'est une bonne chose que ces affaires sortent et que, ultimement, ce sera bien pour l'Église, en ce sens qu'il y a une purification. Ça va faire le ménage. On fait le ménage, il y a un travail de purification et de prise de conscience encore plus, je dirais, des dégâts de ces affaires. Ça peut servir à d'autres. Et puis après, je dirais qu'en particulier, justement vis-à-vis du cardinal Barbarin, il y a quelquefois un acharnement médiatique. C'est vrai que c'est lui qui focalise. Qui focalise, et je trouve un peu étonnant cet acharnement médiatique vis-à-vis de lui. Voilà, voilà. Donc ça peut être un peu paradoxal, mais je crois que c'est une bonne chose, que l'Église en sortira grandie en acceptant de reconnaître aussi qu'en son sein, il y a des choses qui sont vraiment pas très chrétiennes et que voilà, il y a vraiment à reconnaître et faire en sorte que ce genre d'affaires ne se reproduise plus. Et puis, en même temps, bon, l'Église est habituée à se prendre des coups, mais parfois on dit attention, il n'y a pas que l'Église. Et quelquefois, j'ai l'impression que c'est le cardinal qui devient pédophile. Et non, s'il vous plaît. On rappelle qu'il n'est pas impliqué dans ces affaires. Hein. Voilà. On lui reproche d'avoir mis un peu sous silence certaines affaires il y a quelques années. C'est à la justice de vérifier, bien sûr. Mais, et là, je pense que le cardinal se prête très bien à ce que lui demande la justice. Et c'est normal, il faut laisser la justice faire son travail. Mais voilà, calmons-nous, il y a des présomptions d'innocence, normalement, qui existent. Pour tout le monde. Voilà. Eh bien, merci, ce sera le mot de la fin. On se retrouve dès demain pour une autre émission.